Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est 14h30, il va être temps de démarrer notre visioconférence sur deux villes allemandes, Munich et Hambourg. Bonjour à tout le monde qui prend la peine de saluer les uns et les autres dans le chat. Toujours très appréciable. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, formidable. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Solveig Placier, je suis guide conférencière nationale depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et j'accompagne des voyages intermèdes en France, en Allemagne et au Japon. Et cela fait maintenant une année que j'accompagne beaucoup, beaucoup de voyages en Allemagne pour intermède. Et j'ai eu le plaisir d'accompagner des séjours intermèdes en Bavière déjà, ainsi que dans les villes de la Hanse, Hanse à laquelle appartient la ville de Hambourg. Donc, je vais revenir sur deux étapes de ces voyages aujourd'hui. J'attends encore quelques temps, quelques secondes, quelques minutes. Je vais fermer ma fenêtre de chat. Bien sûr, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et bonjour Réjeanne. Et je vous invite à poser vos questions à la fin de l'événement, quand j'aurai fini mon propos. Comme ça, j'y répondrai tranquillement. Et pendant le cours de la visioconférence, je me concentrerai sur les diapositives et mon discours. Donc, il est 14h32. Je me représente à nouveau, Solveig Placier, guide conférencière nationale, accompagnatrice de voyages intermèdes en France, en Allemagne et au Japon, entre autres. Et aujourd'hui, je vous emmène dans l'extrême sud-est de l'Allemagne, à savoir à Munich, pour ensuite partir vers l'extrême nord, légèrement ouest de l'Allemagne, à savoir la ville de Hambourg. On va démarrer cette balade avec la ville de Munich, en Bavière. Bavière que vous avez déjà peut-être parcouru, et si c'est le cas, vous aurez sûrement été émerveillé par les Alpes qui bordent la Bavière sur sa frange sud. La Bavière qui est un des 16 Länder de l'Allemagne. Et la carte à droite de la diapositive vous montre que le Land de Bavière est un land extrêmement grand au sein du territoire de l'Allemagne d'aujourd'hui. Sa capitale est Munich. Et le nom Bavière provient du latin Bavaria, on dit Bayern en allemand, et ces noms, Bavaria et Bayern, proviennent d'un autre nom, les Bavarii, qui constituent le peuple qui ont occupé ce territoire à la toute fin de l'Antiquité, et qui ont donné ce vocable qui a traversé les âges pour nous arriver aujourd'hui. La Bavière est un land de 13 millions d'habitants environ, donc un très grand land aussi de par sa population. La capitale de ce land, qui se déroule un peu plus au nord que les Alpes, dans une grande plaine, sur les contreforts des Alpes, c'est Munich. Munich, c'est une ville qui comprend environ 1,6 million d'habitants et d'habitantes, intramuros, mais beaucoup plus dans son aire urbaine, puisque l'aire urbaine en comprend environ 2,3 millions. Et c'est Munich, la troisième ville la plus grande au niveau national par sa population, après Berlin, qui est la première, et Hambourg, justement, qui est la deuxième. Ici, la photographie vous montre une vue aérienne qui se focalise sur la place du marché. Vous aurez peut-être reconnu l'hôtel de ville de Munich. Le nom Munich provient d'un nom
en allemand, plutôt en vieux haut allemand, pour être très 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 précise, un nom qui se prononce Muniken. C'est en fait un nom qui signifie par les moines. On dit aujourd'hui en allemand moderne pour le vocable moine au pluriel Mönchen. Donc vous sentez peut-être la promiscuité, la ressemblance entre le vieux haut allemand et l'allemand moderne. Et c'est un pluriel donc datif, donc une ville aux moines. C'est en fait une ville, elle est de Munich, dans laquelle on atteste la présence d'un monastère bénédictin dès le 8e siècle, au cœur de la vieille ville de Munich. Et d'ailleurs, l'héraldique, qui est utilisée pour différencier la ville de Munich parmi ses consoeurs en Allemagne, eh bien, cette héraldique vous montre un moine habillé de noir, avec une chasuble à longues manches et un capuchon, des petits souliers rouges, et ce moine tient un petit livre rouge. Munich, au tout début du Moyen Âge, est créé, s'agglomère et se situe sur des routes, en fait, des routes qui charrient, qui font le commerce du sel que l'on extrait dans des mines qui se situent bien plus au sud que la ville de Munich, et des villes du sel dont vous connaissez forcément un exemple. Si je vous dis Salzbourg en Autriche actuelle, littéralement le bourg du sel. On a aussi la ville, toujours en Allemagne, de Berchtesgaden, mais aussi de Bad Reichenhall. Cette ville, donc à la croisée des routes, qui pratique le droit de douane, va se constituer au sein du territoire de la Bavière, qui va devenir un duché. Ce duché, il se crée à l'extinction de la lignée des Carolingiens au Xe siècle. Et après cette extinction, il va passer entre plusieurs mains, entre plusieurs dynasties. Et en 1180 va se dérouler un événement majeur pour l'histoire de la Bavière et de Munich, puisque l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'empereur d'alors, qui s'appelle Frédéric Ier Barberousse, va donner le duché de Bavière à Othon de Wittelsbach, que vous avez ici devant vous sous forme de statue. Othon de Wittelsbach, qui va désormais régner sur le duché de Bavière. Et cet Othon va être le premier d'une très 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 longue lignée qui va gouverner le territoire de la Bavière jusqu'en 1918, jusqu'à la disparition du Saint-Empire romain germanique à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc ce nom, Wittelsbach, comme on dirait à la française, est celui des ducs, mais ensuite des rois de Bavière. La ville de Munich est mentionnée pour la première fois en 1158 dans un document, et elle va devenir la résidence de ces ducs de Bavière au milieu du XIIIe siècle, et également la résidence d'un des empereurs du Saint-Empire romain germanique, issu de cette lignée des Wittelsbach. Cette résidence, justement, la voilà, à nouveau sous forme de vue aérienne. Vous décelez sur cette photo un très très grand complexe immobilier, un très très grand complexe de bâtiments, avec des couleurs de façades différentes, des formes de toitures différentes, des couleurs de toitures différentes, des façades au style bien, bien différent, pour montrer que ce complexe de la dite résidence de Munich a été construite à plusieurs périodes, a profité de tout un ensemble d'agrandissements et de modifications successifs. Donc de 1508 à 1918, la résidence va connaître le plus gros de ces modifications, à destination donc des ducs, puis des rois de Bavière.
En 4 siècles, il y a énormément d'architectes qui se succèdent donc sur le chantier. On parle de Friedrich Soustries, de Joseph Hefner, d'un nom que l'on connaît bien mieux, celui de François de Cuvillès, mais également de Leo von Klenze, un architecte du début du 19e siècle, pour des bâtiments qui vont faire se succéder les styles Renaissance, baroque, rococo, classique. Au sein de cette résidence, donc un complexe monumental à plusieurs ailes et qui totalise plus de 40 000 mètres carrés de surface au sol. C'est le complexe, le palais urbain le plus grand d'Allemagne, qui comprend environ 150 salles aujourd'hui d'exposition et des collections muséales de toute beauté. Parmi les différents espaces qui composent la résidence, j'ai choisi de vous montrer mon espace préféré. Vous savez que les guides conférenciers aiment parler de leur passion et de leur goût. Et je profite de cette visioconférence pour vous montrer donc, ma salle favorite au sein de cette résidence. C'est un espace qu'on appelle l'Antiquarium, qui a été construit à partir de 1568 pour accueillir la collection ducale, la collection des ducs de Bavière, une collection qui comprenait des antiquités grecques, romaines, surtout romaines, et qui exposait ces collections au rez-de-chaussée. Tandis qu'à l'étage, au-dessus de cette salle, on avait une bibliothèque. Un petit peu plus tardivement, on a transformé le rez-de-chaussée, donc la salle que vous avez sous les yeux, en salle de bal. Et cet espace, l'antiquarium, aujourd'hui, qui mesure 69 mètres de longueur et qui est donc la plus grande salle Renaissance installée au nord des Alpes, eh bien, vous montre un décor à la fois sculpté, à la fois peint. Vous avez une longue voûte en berceau continu qui est creusée, qui est percée à gauche et à droite de lunettes et des lunettes qui vous montrent sur le côté gauche des fenêtres. Hein, on perçoit la lumière qui traverse les fenêtres au nombre de 17. Sur les peintures, vous avez des vues de villes en Allemagne, de ce qu'on appelle des grotesques, ce motif ornemental qui tire son nom d'une grotte découverte à la toute fin du XVe siècle dans la ville de Rome. Cette grotte n'était autre que le palais de Néron et on y avait trouvé des peintures mélangeant des motifs de vases, de petits poutis, de satyres, de plantes, de fleurs, et on avait cru être dans une grotte, d'où le nom de grotesque, ce qui va devenir un motif Renaissance extrêmement fameux. Autre trésor, littéralement parlant, de cette résidence, c'est justement le trésor des ducs de Bavière, ducs qui vont obtenir par la suite le titre de roi. La collection mélange des objets d'orfèvrerie, des bijoux, des statuettes, des livres aussi peints, comme celui qu'il y a en haut à gauche de la diapositive, qui est le livre de prière de l'empereur Charles le Chauve et qui date d'environ 860, donc ce qui en fait un trésor de la bibliophilie européenne et mondiale. En bas à gauche, vous auriez la couronne d'un empereur, Heinrich, Henri, qui date d'environ 1270. À droite, la couronne et les insignes de royauté des rois de Bavière, quand les ducs de Bavière reçoivent la dignité royale en 1806, suite à l'invasion de Napoléon sur le territoire du Saint-Empire romain germanique. Et au centre, un formidable objet d'orfèvrerie et de pierres précieuses, puisque vous avez une statuette de Saint Georges qui vous montre le Saint Georges, un saint chevalier, une statuette, un objet précieux qui date d'environ 1590 et qui vous montre Saint Georges à cheval, en train, ou plutôt après avoir tué le dragon
qui terrorisait la ville de Trébizonde sur la côte nord de la Turquie actuelle et surtout la princesse de Trébizonde. Ce monument donc d'orfèvrerie qui vous montre un travail d'émail blanc et des incrustations de rubis aussi miniatures que sublimes. Et puis le dernier trésor de la résidence Dominique, à mes yeux, c'est le théâtre. Le théâtre qui s'appelle aujourd'hui le théâtre Cuvilliés, du nom de son architecte, qui est considéré comme le théâtre rococo le plus important d'Allemagne, qui en tout cas est le plus homogène, le plus complet, le plus précieux. Il a été commandé par le duc Maximilien III et réalisé entre 1751 et 1753. Donc un chantier très rapide. Et on est donc au milieu du XVIIIe siècle. On est partout en Europe dans cette vogue, dans cette mode du rococo, chose que vous pouvez voir ici avec le goût pour l'or, le goût pour les stucs ouvragés, le goût pour le théâtre architectural, ce qui convient très bien à l'architecture d'un théâtre. À Munich, au gré de vos déambulations, vous arriverez forcément sur la place de l'Hôtel de Ville. La place de l'Hôtel de Ville qui porte le nom de Marienplatz, la place de Marie, de Notre-Dame, qui se situe à la croisée de deux axes très 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 importants pour l'histoire de Munich, qu'il s'agisse de son histoire médiévale, mais aussi de son histoire moderne. Les deux axes étant l'axe nord-sud et l'axe est-ouest. Et donc au milieu, vous avez cette grande place de forme rectangulaire, avec sur son bord oriental l'hôtel de ville, qui est en fait un hôtel de ville néo-gothique, puisqu'il a été construit pour abriter, héberger des parlementaires et des conseillers municipaux qui se faisaient de plus en plus grands, de plus en plus nombreux au XIXe siècle. Et il a été, donc, ce nouvel hôtel de ville construit entre 1867 et 1909 en 3 phases, supervisé par un architecte s'appelant Georg von Hauberisser, assez peu connu en France, j'en conviens. La façade principale sur la place mesure près de 100 mètres de long. Elle est, comme vous voyez, très richement décorée. Cette façade comporte des statues qui illustrent, qui incarnent toute la lignée de la maison dirigeante du duché de Bavière, à savoir les Wittelsbach. Ce qui en fait un florilège, un panorama quasiment complet et parmi les plus complets de ceux qui ornent les hôtels de ville en Allemagne. Au milieu de la façade, vous percevez la présence d'une tour qui est très haute, elle mesure 85 mètres de hauteur, et vous voyez qu'au centre de cette tour, à peu près au niveau de la toiture, on a un petit édicule qui est une horloge mécanique qui joue 4 mélodies différentes et qui, les mélodies, activent des petits personnages qui s'organisent sur 2 registres. Ces petits personnages qui sont au nombre de 32 et qui effectuent une danse et qui s'adonnent à un tournoi de chevaliers. Un tournoi qui avait eu lieu en 1568 pour célébrer le mariage du duc Guillaume V à une jeune femme qui s'appelait Renata de Lorraine. Les airs de cette horloge changent donc toute l'année. On a 6 combinaisons différentes de 4 chansons qui sont adoptées et performées et qui participent à l'animation de la place et au folklore local. Cet hôtel de ville, outre cette horloge, a d'autres trésors à présenter. En tout, il comprend 400 salles, 400 chambres. Et le sous-sol a été presque entièrement réaménagé en restaurant, ce qui en fait un restaurant
sous voûte, en sous-sol, très, 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 pittoresque pour qui aime, ce genre d'établissement, allemand. Le, l'un des derniers trésors de la ville de Munich, c'est, l'église Asam, la Asamkirche. La ville de Munich est une ville toujours catholique. On est dans le sud de l'Allemagne. La Réforme a, essentiellement, œuvré et convaincu les foules, dans le centre et dans le nord de l'Allemagne. Munich est traditionnellement catholique et a donc a été très peu poreuse aux influences et aux innovations de la Réforme et s'est même érigée en parangon de ce qu'on appelle la contre-réforme, à savoir un courant spirituel, politique, stylistique, architectural aussi, qui visait à montrer la suprématie de la foi catholique en illustrant cette suprématie par des édifices et par des œuvres d'art tous plus grandioses et riches les uns que les autres. Le baroque est le style architectural champion de la contre-réforme. Et ce baroque, il va eh bien, concerner cette église dont vous voyez la façade, l'église Asam, qui porte ce nom parce qu'elle a été conçue et construite par deux frères, Côme et Égide Asam, entre 1733 et 1746. Et cette église, elle est dédiée à un saint martyr, le saint Jean Népomucène. Cette église, elle se situe, vous le voyez, sur une parcelle extrêmement étroite. Les deux frères avaient réussi à acquérir plusieurs terrains à côté de leur maison pour construire cette église qui, à l'origine, ne devait être qu'une église privée, une chapelle privée. La première pierre du chantier en lui-même a été posée donc en 1733. Donc la phase de conception, c'était entre 29 et 33, et le chantier en lui-même entre 33 et 46. C'est le duc de Bavière de l'époque, Maximilien Joseph, qui va inaugurer l'établissement. Et cette église a provoqué tellement de protestations contre la richesse de son décor qu'elle a finalement été ouverte au public. Le site ne mesure que 8 mètres de largeur et la longueur 22 mètres. Donc il y a une nef unique avec au sol des bancs, au fond un maître-autel, et vous voyez de part et d'autre un étage de tribune qui comportait un espace réservé au duc de Bavière et enfin un espace menant à la voûte peinte. Et vous voyez, hein, vous constatez l'exubérance du décor qui mélange bois peint, bois doré, marbre, de plein de couleurs différentes, exubérance des motifs, la pyramide, le rond, le cercle. Et vous notez au fond, au-dessus du maître-autel, de part et d'autre de cette fenêtre ovale, la présence de 2 colonnes torsadées qui font référence directement à Saint-Pierre de Rome et au maître-autel de Saint-Pierre de Rome. La fresque du plafond est elle aussi d'un grand spectacle. Hein. Elle représente des épisodes de la vie de Saint Jean Népomucène, qui avait vécu dans la deuxième moitié du XIVe siècle, en Bohême, et qui était un prêtre catholique martyrisé par son chef politique. Le dernier monument, le dernier site vers lequel je voulais vous emmener à Munich est celui-ci. Il s'agit de la Glyptothèque. La Glyptothèque est un musée qui a été construite par le roi Louis Ier de Bavière, qui voulait y abriter ses collections de sculptures grecques et romaines.
Le bâtiment a été dessiné par un architecte qui s'appelle Leo von Klenze, dans un style néoclassique. Et le bâtiment a été édifié entre 1816 et 1830. Ce bâtiment se démarque par son architecture toute classique, avec de grandes références à l'architecture antique. Vous avez un portique central de style ionique, euh, plusieurs colonnes qui supportent un entablement ainsi qu'un fronton triangulaire, et de part et d'autre, la façade qui est percée de six niches, trois de chaque côté. Quand vous entrez dans ce musée, vous pouvez voir toujours aujourd'hui cette fameuse sculpture antique, cette sculpture grecque et romaine, issue tirée directement des collections de ce roi de Bavière. Et je compte parmi ces collections deux chefs-d'œuvre absolus. Le premier étant les figures qui ornaient les frontons du fameux temple d'Aphaïa à Égine, qui date de vers 500 avant notre ère. Et ici, vous voyez quelques figures donc extraites du fronton ouest de ce temple antique, avec les pieds à gauche d'un Troyen, ensuite la figure en combat d'Ajax, au centre la déesse Athéna, à la gauche d'Athéna et donc à notre droite un autre Troyen qui qui combat ce qui reste d'un soldat grec. L'autre œuvre, beaucoup plus récente, est ce faune que l'on appelle Barberini. Il s'agit d'une autre statue grecque antique, et vous savez que les originaux grecs sont assez rares. Donc quand ils sont entiers et complets, on s'estime très très chanceux. Il s'agit d'une statue qui date de l'époque hellénistique, probablement de la toute fin du IIIe siècle avant notre ère, vers 220 avant notre ère, qui représente un satyre endormi. Ce satyre, il est étendu sur un rocher, ce qui laisse supposer qu'il s'est endormi au milieu des bois, très vraisemblablement sous l'effet du vin qu'il a dû consommer en grande quantité. Il a les jambes écartées, la tête renversée en arrière qui repose sur son bras droit, replié derrière la tête. Il se présente, ce satyre, dans une posture tout à fait inhabituelle et surtout complexe, surtout quand on pense que la jambe droite, qui a été restaurée à l'époque moderne, eh bien, était très probablement à l'origine pendante, comme la jambe gauche du satyre. Le satyre se distingue par un corps très athlétique, à la musculature très puissante, très nerveuse. Son visage est très expressif. Il a la bouche entrouverte, les cheveux en bataille, il a les traits très marqués, il fronce les sourcils pendant son sommeil. Il a clairement un sommeil difficile, sans doute du fait de l'alcool qu'il a trop largement consommé. Cette statue est découverte sous le pontificat d'Urbain VIII, dans le deuxième quart du XVIIe siècle, au château Saint-Ange à Rome. Et cette statue, elle va tout de suite entrer dans les collections de la famille du pape, les Barberini, d'où le nom de faune Barberini qui colle toujours à la peau de ce satyre qui a été acheté dans les années 1810 par notre fameux Louis Ier de Bavière, qui s'est ainsi entouré d'un chef-d'œuvre de la sculpture de la civilisation grecque de l'époque hellénistique. La ville de Munich va donc devenir la capitale de ce que l'on va désormais appeler le royaume de Bavière, grâce à Napoléon. Et la ville de Munich va continuer à être l'un des principaux centres culturels, artistiques, scientifiques, allemands au XIXe siècle, notamment sous le gouvernement, sous le règne de notre fameux Louis II de Bavière. Et pour continuer la visite de Munich, il faudra aller au château de Nymphenburg, que vous avez en photo à droite de la diapositive, dans lequel est née
notre Louis futur de Bavière. Maintenant, je vous propose... Ah, excusez-moi, je vous avais préparé des petites photos aussi d'ambiance pour illustrer la ville de Munich, puisque vous savez sans doute que la ville de Munich est un centre d'art de vivre, de gastronomie. Donc sur les bords de l'Isar, l'Isar c'est la grosse rivière qui passe à travers la ville de Munich, et donc vous avez une photographie au centre. Vous pourrez déguster ce que vous aurez acheté sur le fameux marché des victuailles, le Viktualienmarkt, avec une photo en haut à gauche, ou bien aller directement dans ce que l'on appelle un Biergarten, littéralement un jardin de la bière, pour boire une bière sous un grand tilleul ou un grand marronnier, manger un bretzel avec de la moutarde ou une saucisse. Cela n'est pas un cliché, le Biergarten est une institution à Munich, mais comme on va le voir dans quelques minutes, Munich n'est pas le lieu de création, d'invention de la bière en Allemagne, loin de là. Donc partons maintenant dans le nord, dans le nord-ouest du pays, à Hambourg. Hambourg est une ville portuaire. Et aujourd'hui, cette ville porte officiellement le nom de ville libre et hanséatique de Hambourg, la Freie und Hansestadt Hamburg, qui est une ville, mais également un land au sein de notre pays allemand. Et ce nom officiel de ville libre et hanséatique de Hambourg fait référence à l'histoire de la ville de Hambourg en tant que ville impériale libre, c'est-à-dire que la ville se gouvernait elle-même au sein de cette grande entité géopolitique qui s'appelle le Saint-Empire romain germanique. Et surtout, la titulature officielle d'aujourd'hui fait aussi référence au statut de membre fondateur et dirigeant de cette ligue hanséatique de commerce. La ville de Hambourg comprend 1,9 million d'habitants. C'est donc la deuxième plus grande ville d'Allemagne. Elle mesure environ 755 km², ce qui en fait également la deuxième plus grande de par sa superficie, donc la deuxième plus grande ville allemande. Sur la photo à gauche, vous voyez une partie du tissu urbain de la ville de Hambourg. Vous constatez la présence de l'eau omniprésente, au fond quelques monte-charges, quelques grues monte-charges. Et puis vous voyez cette couleur brique sur certains des bâtiments, puisque la brique va être le matériau de construction principal dans cette ville de Hambourg. Et on va même parler de briques clinker, qui sont des briques cuites à des températures suffisamment élevées pour imperméabiliser la brique en question. Ce qui fait que cette brique va être donc résistante à l'eau, ce qui est bien commode dans une ville portuaire et parsemée d'autant de canaux comme c'est le cas à Hambourg. Le peuplement du site actuel de Hambourg remonte au IVe siècle avant notre ère. On connaît l'existence d'un village qui s'appelait Treva. Et du IVe, dans les premiers siècles de notre ère à nous, une tribu, les Saxons, une tribu germanique, va s'installer dans cette région de l'Elbe. Et on va construire un premier bourg au 8e siècle, quand l'empereur Charlemagne va faire construire un baptistère afin de repousser ces Germains païens vers le nord. L'empereur Louis le Pieux, en 831, va fonder un diocèse qui va devenir un archevêché. Et puis là, l'histoire de Hambourg l'histoire moderne, entre guillemets, va être lancée. Et on va avoir, à partir du 9e siècle, la construction d'un port sur l'Elbe. L'Elbe étant le fleuve donc, traversant aujourd'hui la ville de Hambourg. Cette carte, elle est un petit peu plus tardive, elle date de 1320.
Mais vous voyez que le noyau urbain était tout petit et situait déjà dans un environnement très aquatique avec, au sud-ouest, l'Elbe, le fleuve, au nord un bassin qui s'appelle l'Alster, qui est encore, là aujourd'hui, et puis des canaux qu'on a, aménagés pour, aménager, construire, ce premier port, de commerce. C'est la date de fondation officielle de la ville de Hambourg et du port de Hambourg, pardon, est le 7 mai 1189, et chaque année, une fête célèbre cette fondation, l'anniversaire, du port de Hambourg. La ville de Hambourg s'inscrit donc dans un contexte, dit hanséatique. La Hanse, que l'on appelle, très volontiers en France, la Ligue hanséatique, parfois anse, germanique, parfois anse, teutonique, est une association de villes, une association historique de villes marchandes de l'Europe du Nord qui ont procédé à du commerce aux abords de la mer du Nord et de la mer Baltique. Et cette anse, cette Hansa, est fondée, est amorcée par une alliance scellée entre les villes de Hambourg et de Lübeck en 1241. C'est donc traditionnellement la date que l'on retient pour la fondation de cette anse. Et cette anse, à l'époque, n'est pas un fait unique, un fait exceptionnel. Des anses commerciales, on en a d'autres en Europe, y compris en France, mais également en Italie. Et cette anse, elle va vraiment se démarquer en revanche parce qu'elle va réussir à s'octroyer énormément de privilèges vis-à-vis des chefs politiques de tous les territoires dans lesquels les marchands des villes hanséatiques vont s'implanter, de façon à faire toujours plus de commerce, à faire toujours plus de bénéfices, sans taxes, sans impôts. Donc un véritable marché libre qui va au pur avantage des marchands hanséatiques. La diapositive vous montre un des premiers sceaux conservés de la ville de Hambourg. Vous constatez la présence d'un château à 2 tours avec tout de suite la croix chrétienne. Et à droite, c'est le blason moderne de la ville qui reprend la couleur rouge qui est la couleur traditionnelle des villes de la Hanse. Voilà une carte du nord de l'Europe pour vous montrer tout le réseau d'extension des marchands de la Hanse. Et vous voyez que ces marchands commerçaient depuis le nord-est, depuis la ville tout à fait au nord-est de Novgorod, l'ancienne ville de Novgorod en Russie actuelle, avaient des comptoirs dans les pays baltes, descendaient ensuite en Prusse, occupait donc le nord de l'Allemagne, passait à travers le Sund, entre la Suède actuelle et le Danemark, pour passer du côté des Pays-Bas actuels et de la Belgique actuelle, donc autrement dit en Hollande, en Flandre, pour continuer vers l'Angleterre. Et de là, il continuait dans la phase d'expansion maximale de la Hanse vers La Rochelle, Noirmoutier, mais également vers le Portugal, pour chercher toujours plus de sel. Les denrées qui vont le plus s'échanger, c'est depuis la Russie, le bois, la cire d'abeille, la graisse. Depuis l'Allemagne, on va exporter le sel qui vient du sud, donc de l'Allemagne, comme j'ai dit tout à l'heure. Les routes terrestres vont déboucher sur les routes maritimes. On a aussi du sel à Lunebourg. Et à Hambourg, on va surtout exporter de la bière, puisque la bière s'est donc développée dans le nord de l'Allemagne, et précisément à Hambourg, qui comptait au Moyen-Âge plus de 400 brasseries. Et cette bière était donc exportée dans toute l'Europe. De Norvège et du Danemark, on importait des harengs. Et d'Angleterre, on importait de la laine. On avait des troupeaux de moutons en Angleterre. Et on transportait cette laine vers les Flandres, où elle était tissée, où on en faisait des draps. Les draps constituant ensuite un produit fini,
que l'on, à son tour, exportait dans tout le nord de l'Europe. Donc vous voyez que vous avez une organisation extrêmement précise, rodée, huilée, pour rentabiliser les trajets et procéder déjà à un libre échange. Tout ça, ça se passe entre le XIIIe siècle et le XVe siècle pour sa phase, l'apogée de la Hanse, à laquelle participe très largement la ville de Hambourg. Ici, vous avez une reproduction d'un chapitre sur les droits des navires, qui est un manuscrit illustré datant de 1497 et qui vous montre donc tout le trafic auquel on s'adonnait dans le port de Hambourg, avec les bateaux qui se distinguent par leur forme extrêmement bombée et qui partaient donc sur les mers du Nord et Baltique. Quand vous reveniez de votre expédition, eh bien, quand vous arriviez au port, la vision d'une église devait sans doute vous rassurer. C'est la vision de l'église Sainte-Catherine, dont vous voyez ici la tour. Alors là, on voit l'église, et puis au-delà de cette église, on voit le port moderne de la ville de Hambourg. Donc, il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, donc le port était bien plus avancé dans l'intérieur des terres. On avait un canal, on avait l'Alster, qui débouchait donc dans l'Elbe, là où vous avez aujourd'hui, l'Elbe qu'on voit là aujourd'hui sur cette photo à l'arrière-plan. Donc vous arriviez, vous rentriez dans votre petit port après des mois et des mois et des mois de commerce, puisque les déplacements étaient très longs. Et vous voyez ce clocher d'église. Et excusez-moi, il y a Mélanie, il y a Béatrice qui m'appelle. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un petit problème technique. Je regarde dans le chat, mais on m'avertit de rien. Donc je vais continuer. Cette église, donc l'église Sainte-Catherine, est l'une des 5 églises principales de la ville de Hambourg. Le fût de sa tour date du XIIIe siècle et est considéré comme l'une des plus anciennes structures de la ville de Hambourg, qui remplit sa fonction. Elle est située dans la Speicherstadt. Je regarde, tout va bien, très bien. Et donc considérée comme l'église des marins en raison de sa proximité avec le port. L'église est mentionnée pour la première fois en 1256. C'était un point central au sein de la communauté des habitants des alentours. Et la nef, dans son dernier état, va être construite au milieu du XVe siècle. Cette église, comme d'autres, et comme c'est souvent le cas en Allemagne, a été largement détruite par les bombardements de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'église Sainte-Catherine a été quasiment totalement reconstruite, donc entre 1950 et 1956, pour redonner vie à cet édifice de prime importance pour la ville de Hambourg. Je vous ai dit que c'était l'une des 5 églises principales de la ville de Hambourg. Et là, je vous montre une vue, donc prise côté nord de la ville. Donc il faut imaginer que vous êtes au nord de la ville. Vous êtes sur les bords de ce bassin de l'Alster, tout proche du musée des Beaux-Arts de la ville de Hambourg. Et donc vous vous tournez vers le sud, précisément vers le fleuve, sur lequel débouchait le port médiéval. Et là, vous voyez donc des clochers qui s'alignent, avec en partant de la gauche le clocher de Saint-Pierre, ensuite le deuxième clocher Saint-Nicolas, ensuite Sainte-Catherine, ensuite Saint-Jacob, et tout à fait à l'ouest, et en l'occurrence c'est bien à l'ouest que se situe cette église, l'église Saint-Michel.
Ces cinq églises, et ces saintes églises aussi, ont donc été considérées comme les 5 principales de la ville de Hambourg, à partir de la première moitié du XVIe siècle, pour bien circonscrire les limites de l'agglomération, de la ville de Hambourg, qui s'était depuis le Moyen Âge donc étendue, et qui étaient toutes passées à la foi luthérienne, puisque la ville de Hambourg a accepté la réforme très calmement, très pacifiquement, et ainsi toutes ces églises aujourd'hui sont dédiées au culte évangélique luthérien. Cette église Saint-Michel, justement, là je vous montre la ville de Hambourg dans son extension du XVIIe siècle. Vous reconnaissez au nord-est le bassin de forme trapézoïdale, le bassin de l'Alster. Vous reconnaissez les canaux qui débouchent dans le fleuve au sud-ouest, dans le fleuve Elbe. Et alors que le cœur de la ville médiévale était donc installé sur les canaux, on a agrandi la ville vers le nord-ouest, et on la ceinte dans des remparts. Dans cette nouvelle ville, on a construit une nouvelle église, celle de Saint-Michel. Cette église Saint-Michel, elle est dédiée donc à notre saint Michel, qui lui aussi, l'archange, a combattu un dragon, symbole du mal. Et cet épisode biblique est représenté sous forme de statue au-dessus de l'entrée principale de l'église. Cette église, elle est construite en briques, comme un bon nombre d'édifices religieux et civils de la ville de Hambourg. Elle constitue une église baroque, qui est d'ailleurs la plus importante du nord de l'Allemagne, et qui contredit tout à fait les principes de la Réforme, qui combattaient l'excentricité, la richesse, le foisonnement du décor. Mais 100 ans après la Réforme, on n'hésite pas à offrir aux paroissiens donc un lieu de culte extrêmement riche. Cette importance s'illustre d'abord par la hauteur du clocher, 132 mètres. Et sachez qu'aujourd'hui, l'église Saint-Michel, dans son état actuel, est une reconstruction, à nouveau, de l'église d'origine, une reconstruction de 1912, puisque l'église avait dû souffrir d'un incendie en 1906. Le plan de l'église vous montre un plan tout à fait théâtral. Vous voyez un plan central, un plan centré, avec à votre gauche l'entrée principale, et à droite le sanctuaire, le maître-autel, et avec des bancs, des sièges qui s'organisent tout autour de l'espace central, sous le dôme, sous le dôme de l'édifice, de l'église. Cette disposition est véritablement celle d'un théâtre, d'un lieu de spectacle. Et d'ailleurs, cette église, donc, qui pouvait comporter plus de 2500 personnes, elle est large de 44 mètres à peu près, longue, on n'est pas dans un plan centré carré parfait, elle est longue de 52 mètres, et sous voûte, elle est haute de 27 mètres. En fait, cette église, on y entrait soit par la porte principale, ou par des portes secondaires, qui sont signifiées sur le plan par ces petites coches noires entre les contreforts saillants tout autour de l'église. Et ces petites portes portent encore aujourd'hui des numéros, donnant véritablement l'impression d'arriver à l'opéra ou à la salle de théâtre, comme si vous arriviez avec votre ticket sur lequel était inscrit le numéro de la porte d'entrée. L'intérieur est baigné de lumière. Ce qui met bien en valeur et en exergue
toute la dorure de ce décor baroque, avec le maître-autel, hein, extrêmement précieux. Et vous voyez cette tribune en balcon qui, qui met encore plus en exergue la notion de théâtralité du culte qui était rendu dans cette église. Petite vue sur le plafond, la voûte en berceau, à la fois sobre mais élégante. Alors le commerce de la Hanse va finalement connaître un certain déclin. Les villes de ce réseau de la Hanse qui était au nombre d'au moins 200 va se réduire. Et puis donc à partir du milieu du XVIIe siècle, voilà, ce nombre de villes va se réduire. En Europe, on va connaître beaucoup de guerres, hein, la fin de la guerre de 30 ans, la fin de la guerre des 80 ans, toujours ces histoires, hein, de succession au trône et d'invasion des territoires voisins, ce qui va rebattre les cartes pour ces villes qui vont parfois être un petit peu violentées. Et l'histoire du port ne va néanmoins pas s'interrompre, elle va se transformer, elle va se renouveler. Le port de Hambourg va connaître, comme le reste de l'Allemagne et de l'Europe, l'industrialisation, les débuts de l'industrialisation. Hambourg va être une ville dont des bateaux colonisateurs vont partir. On va faire venir donc des denrées beaucoup plus exotiques, du sucre, du café, du caoutchouc, de la salpêtre. À Brême, non loin de Hambourg, un homme va se spécialiser dans l'import de café et va lancer sa marque de café carrément. Et puis, on va surtout lancer des lignes régulières de passagers que l'on va faire embarquer sur des paquebots. Et là, vous voyez, donc il y a un espace sur l'Elbe, cette fois-ci directement, hein, le port s'est agrandi, la ville s'est agrandie, elle est partie à l'assaut des rives de l'Elbe. Et en 1839, à cet endroit-là, donc on est au sud-ouest du centre-ville, on est à l'Aplomb, au sud de l'église Saint-Michel, on a installé un embarcadère en bois, une jetée en bois pour embarquer sur des bateaux à vapeur allant outre-mer. Ces bateaux à vapeur transportaient encore à cette époque essentiellement des denrées, notamment du charbon. Et puis à partir du milieu du 19e siècle, on va, comme je vous le disais, mettre en place des lignes régulières de paquebots pour cette fois-ci transporter des passagers pour aller vers le Nouveau Monde. Cet embarcadère, dans sa forme actuelle, date de l'année 1907 et constitue un véritable marqueur architectural dans la ville de Hambourg. Un très bel édifice, très, très impressionnant de par l'utilisation de sa pierre et de son béton et de son style historicisant. Et tout à fait typique de cette ville de Hambourg aujourd'hui, eh bien, ce sont les entrepôts qui s'étalent au sud-est du port historique, du port médiéval cette fois-ci, à savoir le quartier de la Speicherstadt, qui est classé depuis 1991 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec un quartier voisin, le Kontorhausviertel, littéralement le quartier des comptoirs marchands, pour l'installation des bureaux en fait, de toutes les compagnies marchandes qui opéraient le commerce dans la ville de Hambourg. La Speicherstadt, donc les entrepôts où on entreposait les denrées, l'objet des transactions, a été construite en 3 sections entre 1883 et 1927, donc au sud-est du port historique. Donc là, vous voyez que le plan qui date de 1910 est
est beaucoup plus dézoomé encore que les 2 précédents plans que je vous ai montrés. La ville s'est agrandie. Vous reconnaissez l'emplacement du fleuve, Elbe. Au nord, vous retrouvez peut-être les petits canaux qui étaient le port médiéval et au sud-est de ces petits canaux, vous avez des parties en rouge brique assez foncé et c'est l'endroit, qui servait donc, d'entrepôt à toutes les denrées. C'est cette, Speicherstadt, a vu sa première section construite, achevée en 1888. L'ingénieur en chef, qui était en charge de la construction était Franz Andreas Mayer. Il était entouré, hein, d'une grande équipe évidemment, d'un directeur de l'ingénierie hydraulique, Christian Niels, et d'un autre architecte qui s'appelle, Karl Johann Christian Zimmermann. Et ils avaient en tout 15 ingénieurs, 24 architectes et dessinateurs. Cette enclave était standardisée dans son plan pour que les entrepôts se ressemblent tous les uns les autres et que l'embarquement des denrées, leur débarquement, soit le plus aisé possible. Et là, vous avez un plan en coupe avec un canal à gauche, une première élévation d'entrepôt, un deuxième canal et une deuxième élévation en coupe d'un deuxième entrepôt et à nouveau un dernier canal avec un bateau. Vous voyez que ces entrepôts étaient très hauts et qu'ils avaient plusieurs niveaux. Ils étaient construits donc sur un terrain qui, pour la ville de Hambourg, était très meuble, hein. On a procédé à beaucoup de travaux de consolidation du terrain d'origine accueillant ces entrepôts. Et ce modèle d'entrepôt, finalement, est tout à fait l'héritier des comptoirs des marchands du Moyen Âge qui servaient à la fois de lieu d'habitation des marchands et leurs familles, du comptoir de vente et d'entrepôt des denrées qu'ils importaient et qu'ils exportaient. Donc là, on a une spécialisation à la fin du 19e siècle. On a simplement des entrepôts pour entreposer. Les marchands travaillent dans les fameux comptoirs dans le quartier voisin. Donc ces entrepôts, construits en briques, sont fondés sur des milliers de piliers en chêne. Ils ont chacun un raccordement à l'eau d'un côté et à la route de l'autre. Et les marchandises qui sont entreposées là sont stockées donc sur 5 étages, superposés, accessibles via un treuil à câble qui est séparé et qui est monté sur le pignon de la maison. Les denrées, le café, le thé, les épices étaient stockés dans un environnement non chauffé et doté de planchers en bois. Les conditions en fait, climatiques étaient assez homogènes. Aujourd'hui, la superficie du quartier des entrepôts est d'environ 630 000 mètres carrés et la plupart sont vides aujourd'hui. Il reste un marchand de tapis, un homme d'origine turque qui expose des tapis qu'il importe du Moyen-Orient. On a quelques musées, notamment le musée des douanes et le musée des épices. Et c'est un environnement, c'est un théâtre urbain absolument spectaculaire. Vous voyez tous ces entrepôts, les pieds dans l'eau, en briques, très homogènes les uns et les autres. Il y a vraiment une impression de grandeur et de défi aussi architectural sur les marécages et sur l'eau. Dernier défi dont je voulais vous parler, c'est finalement le prolongement vers le sud de cette ville de Hambourg et de ce port de Hambourg. On est donc juste avant l'Elbe au sud et là où il y avait des entrepôts dès la fin du 19e siècle, eh bien, on a livré, il y a quelques années, la fameuse philharmonie de l'Elbe, la Elbe Philharmonie, qui a été livrée par un cabinet d'architecture suisse, Herzog et de Meuron, et qui est tout à fait emblématique aujourd'hui de la ville de Hambourg. Vous la retrouvez sur beaucoup de cartes postales, dans beaucoup de vos recherches internet sur la ville. C'est un bâtiment magnifique. C'est vraiment un de ces bâtiments d'architecture contemporaine qui a été extrêmement bien conçu, extrêmement bien mis en œuvre, construit, qui s'implante d'une façon divine dans son terrain, sur son terrain d'origine, à savoir la pointe
du Nil, sur laquelle il y avait donc des entrepôts. Et en fait, la partie en briques que vous voyez actuellement est un ancien entrepôt du milieu du XXe siècle qui a été coiffé de cette partie en verre transparente, partie en verre qui a une ligne supérieure ondulante, comme pour évoquer les voiles d'un bateau. Et cela sied très bien à la position même du bâtiment, donc à la pointe du Nil, comme proue d'un bateau qui s'élance vers l'ouest. Là, le photographe se situe à l'ouest de la Philharmonie, et cette Philharmonie qui a l'air de s'avancer en suivant le courant de l'Elbe et pour déboucher donc sur la mer. Ce quartier aux alentours de la Philharmonie est le dernier quartier développé dans la ville de Hambourg. On a prolongé une ligne de métro, on a installé des commerces, des restaurants, et c'est un quartier où il y a encore beaucoup de chantiers, puisqu'il est toujours en pleine reconversion. Et c'est un quartier extrêmement agréable où vous pouvez vous rendre aussi en bateau, puisque à Hambourg, sur l'Elbe, naviguent plein de types de bateaux, dont des bateaux navettes. Voilà une autre vue de cette Philharmonie de l'Elbe avec un bateau, justement. Je me suis amusée à choisir cette image pour rappeler le contexte maritime, fluvial et maritime. Et je terminerai cette présentation en vous montrant cette dernière photo, une photo aérienne du port moderne de la ville de Hambourg. Hambourg aujourd'hui est le troisième plus grand port maritime d'Europe, après celui de Rotterdam et celui d'Anvers. Et à l'échelle mondiale, il est l'un des 20 plus grands ports du monde. Donc c'est un port absolument monstrueux où les fans de containers et de porte-containers et de cargo se régaleront. Cette transition, cette nouvelle technologie justement du container et la mécanisation des manipulations ayant provoqué, comme en France, beaucoup de problèmes sociaux dans les années 60, beaucoup de mécontentement parmi les fameux dockers. Aujourd'hui, vous lirez donc sur place beaucoup de containers et on les retrouve même en France, même en région parisienne. À Argenteuil, on voit des containers qui viennent de Hambourg avec la mention Hapag, H-A-P-A-G, du nom de la compagnie maritime historique de la ville de Hambourg. Aujourd'hui, il y a un avant-poste de ce port dans la localité de Cuxhaven, où vous avez donc un avant-poste de ce port et où vous pouvez embarquer, si vous le désirez, pour effectuer une course, ou plutôt un trajet transatlantique. Je vous remercie pour votre attention et je vais désormais ouvrir le chat pour lire vos éventuelles questions. Und bis bald à ceux qui doivent partir. Je crois que voilà, Mélanie a préparé les dates des prochains voyages en Allemagne. Alors, le premier Noël à Munich, c'est moi qui aurai le plaisir de vous guider. Le séjour de 4 jours à Hambourg, justement, se déroulera à la fin du mois d'avril, ainsi que la version courte du séjour dans les villes et comptoirs de la Hanse, fin avril et fin juillet. Et je me permets de rajouter que j'aurai le plaisir de guider un nouveau long voyage dans les villes de la Hanse, un voyage de 9 jours au mois de juin. Et désormais, donc Mélanie nous présente les voyages que je vais guider. Donc le fameux Noël à Munich. Cette année, comme je vous l'ai dit en préambule, j'accompagne pour intermède des voyages en France, en Allemagne et au Japon. Et je compte sur vous pour vous inscrire au voyage au Japon. Le Japon a rouvert ses frontières au groupe constitué.
Et ça va être assez inouï que de pouvoir remettre le pied dans ce magnifique pays. Donc 2 voyages programmés pour le moment, en tout cas présentés aujourd'hui, des voyages de pré-printemps, fin février, début mars, et le voyage pour aller voir la floraison des cerisiers, fin mars à début avril. Et le Japon, c'est une autre histoire, effectivement. Autrement, d'autres promenades, d'autres événements culturels vous attendent, des conférences et des promenades culturelles. Une conférence sur l'Arabie et une conférence sur Notre-Dame de Paris et une promenade de Saint-Germain-des-Prés à Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris et une promenade, plutôt une visite guidée de l'exposition du musée d'Orsay sur Edvard Munch. Merci Réjeanne. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, merci de votre attention. Merci Mélanie. Merci de votre attention pendant cette promenade à travers 2 villes bien différentes au sein de ce territoire qu'est l'Allemagne et qui est un territoire très varié qui mérite que nous autres Français et Françaises allions la visiter. Oui, à bientôt Annick au Japon, j'espère. Et bonjour Marie-Claude. Merci encore. Et on va peut-être du coup fermer la salle. Alors, y aura-t-il une conférence sur Munch? Je ne sais pas. En tout cas, ce ne sera pas moi qui la ferai s'il y en avait une. Vielen Dank, Laurent. Ah, il y a une conférence sur Munch le 1er décembre. Je répète, conférence le 1er décembre sur le peintre Edvard Munch.
Bien, je vous dis, au revoir. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Merci encore de votre attention et j'espère au plaisir de vous voir très bientôt en chair et en os. Bonne fin de journée. Je laisse Mélanie finir sa phrase. Voilà. Au revoir. Merci Mélanie.